France Inter, franceinter.com. France Inter, il est 13h31, l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, à qui l'on souhaite une bonne année. Bonjour, aujourd'hui, Émile Zola. Zola a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte. Il fut un moment de la conscience humaine. Anatole France. « 2000 ans d'histoire. Il y a 100 ans, le 4 juin 1908 à Paris, c'est dans une ville en effervescence que les cendres de Zola étaient transférées au Panthéon. Pendant toute la matinée, la police avait arrêté plus de 150 manifestants qui avaient sifflé le président de la République et les membres du gouvernement et qui, 6 ans après sa mort, hurlaient encore des cris hostiles à Émile Zola. À l'issue de la cérémonie, l'un d'entre eux avait même blessé Alfred Dreyfus en tirant sur lui 2 coups de revolver. Car ce 4 juin 1908, ce n'était pas seulement un écrivain qui entrait au Panthéon, c'était aussi le plus célèbre défenseur de Dreyfus. L'homme qui, 10 ans plus tôt, avait écrit sur la première page de l'Aurore un article qui avait divisé la France en deux. Zola y accusait les plus hauts responsables de l'armée d'avoir fait condamner un innocent. C'était le 13 janvier 1898. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général de Boisdeffre d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche. Sur toute la première page. On tire à 300 000. Alain Pagès, bonjour. Bonjour. Alors, J'accuse, c'est sans doute le titre le plus célèbre de toute l'histoire de la presse et même d'ailleurs sans doute de toutes les pages que Zola a pu écrire, c'est sans doute la plus célèbre. C'est d'ailleurs par cette lettre ouverte que commence votre livre qui vient d'être publié aux éditions Lucien Souni, Émile Zola, de J'accuse au Panthéon. Mais cela dit, quand Zola écrit J'accuse en 1898, il a déjà 58 ans et il est déjà, depuis la mort de Victor Hugo, sans doute le plus grand écrivain français de l'époque. Et c'est pourquoi d'ailleurs cet article innocentant Dreyfus, ou en tout cas accablant l'armée, l'accusant d'avoir fait condamner un innocent, c'est pour cette raison que cet article, ce J'accuse, a eu tant de répercussions, a provoqué tant d'émotions, Alain Pagès. Tout à fait. Il peut, quand il écrit J'accuse, mettre dans la balance sa notoriété littéraire. Il est célèbre en France, en Europe, dans le monde entier. C'est donc un grand écrivain qui prend la parole. Et c'est la force de ce J'accuse, qui est une diffamation volontaire et qui va attirer sur lui les foudres de la justice. Et cela, quand même, il ne faut pas l'oublier, 4 ans déjà après la condamnation de Dreyfus en 1894, puis son envoi à l'île du Diable, en Guyane, déporté à l'île du Diable. Et à l'époque, quand il écrit J'accuse, il y a assez peu de gens, en fait, qui doutent de la culpabilité de Dreyfus. On sait aujourd'hui qu'il était innocent. À l'époque, peu de gens le savaient. Oui, J'accuse, c'est une clarification, c'est une mise en net d'une histoire qui est complexe, confuse, qui est recouverte par des rumeurs les plus folles. On connaît d'ailleurs le coupable, il s'appelle Esterhazy, mais toutes ces rumeurs modifient absolument l'histoire de l'affaire Dreyfus. Et Zola arrive le premier à dire véritablement à la fois quel est l'innocent, quel est le coupable. C'est ça la force de J'accuse. Alors cela dit, avant J'accuse, il était déjà très critiqué pour une partie de son œuvre. Il était très lu, mais il avait beaucoup d'ennemis. Zola, on lui reprochait dans plusieurs de ses livres, L'Assommoir, Nana, Germinal, Pot-Bouille. Et puis même dans ses derniers livres, écrits peu de temps avant qu'il fasse rebondir l'affaire Dreyfus, d'attaquer l'armée, d'attaquer les institutions.
Et c'est le paradoxe. Zola est connu, il est célèbre, il se vend énormément. Je veux dire, ses romans se tirent à peu près à 100 000 exemplaires. Et en même temps, c'est évidemment le grand accusateur, d'une certaine façon, des maux de la société française. Il a derrière lui, quand il va se lancer dans cette affaire Dreyfus, évidemment, le souvenir de Nana, de l'Assommoir ou de Germinal, qui va peser sur ce combat et qui va permettre à ses adversaires de retourner, évidemment, cette parole contre lui. Alors ce combat, il commence à le mener à partir de 1895, 1896. Il écrit un article dans lequel il dénonce les campagnes antisémites de la presse antisémite, comme par exemple la libre parole d'Édouard Drummond. Et il commence aussi à douter de la culpabilité de Dreyfus. Je me bats pour la vérité et pour la justice. Ah, vous souillez la France! Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, Barès. Vous encore moins, Drummond. Chaque matin, en lisant vos journaux, ma stupeur grandit. Comment on vous dit qu'à l'île du diable, un homme agonise, qui est peut-être innocent, et vous refusez la lumière? Tout ça parce que le pouvoir veut gagner ses élections et flatte un peuple qu'il croit antisémite. Honte sur vous! Au point où on en est, la culpabilité de Dreyfus n'a plus aucune importance, Zola. Il y va de la France. Ce que vous venez de dire, Barès, est infâme. Zola, vous êtes un destructeur de la société. Toute votre œuvre est là pour attaquer les piliers de la société. La bourgeoisie, l'armée, l'ordre, la morale, l'art. Jusqu'à la langue française, vous êtes le romancier de la fange. Zola, dans des pages lubriques, nous montre un tas de dévoyés, de débauchés et d'alcooliques, et dit, voilà les ouvriers. Non, non, braves ouvriers, non, travailleurs, c'est pas là. Dans l'œuvre de Monsieur Zola, Nana, l'Assommoir ou Faubourg. Non, non, Coupeau, le triste arsouille, crois-moi, brave ouvrier, ce n'est pas toi. Et c'était le chansonnier anti-Dreyfusard Théodore Botrel, chantant en 1908. C'est pour ça qu'on n'entend pas très bien la chanson qu'il venait de chanter. Il chantait Zola au Panthéon, l'année même d'ailleurs où Zola, le corps de Zola y était transféré, et donc 10 ans après la publication de J'accuse. Quand est-ce que Zola a commencé à douter de la culpabilité de Dreyfus et à prendre sa défense, Alain Pagès? Et pour quelle raison? Oui, pour lui, ça commence vers la fin du mois d'octobre 1897, donc quelques mois avant J'accuse, quand un intermédiaire absolument essentiel, c'est Scheurer-Kestner, le vice-président du Sénat, ouvre devant lui le dossier de l'affaire Dreyfus. Scheurer sait les choses, il connaît en particulier l'enquête qu'a conduite le chef du service de contre-espionnage du moment, le lieutenant-colonel Picard, qui est parfaitement convaincu de la culpabilité d'Esterhazy. Il a donc de l'innocence de Dreyfus. Voilà, voilà. Picard, c'est un des rares officiers qui va prendre la défense de Dreyfus. Tout à fait, c'est lui qui aura ce courage. Ils sont nombreux finalement, les Dreyfusards, et c'est sans doute une des raisons du succès après coup de l'affaire, mais Picard, en effet, c'est le premier qui constitue le dossier, qui le transmet à Scheurer, et c'est ça qui va convaincre Zola. Quand il se lance dans ce combat, il en mesure la difficulté, il sait qu'il sera difficile. On s'adresse à lui parce qu'il est un grand romancier capable de parler aux foules, c'est ce que pense Scheurer, mais au moins, il a cette conviction qu'il détient la vérité. On l'a remarqué déjà, parce qu'il y a également dans l'affaire, dès le début, il y a le frère, mais il est presque seul, le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus. Il y a aussi un écrivain qui a écrit un livre, mais beaucoup moins connu que Zola, qui est Bernard Lazare, oui. Qui a écrit Une erreur judiciaire. Mais tous ont remarqué cet article, justement, de Zola, écrit justement en faveur des Juifs, pour accuser, pour attaquer la campagne antisémite, pas encore pour défendre Dreyfus. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent le voir en disant « Mais on a besoin de votre plume, de votre notoriété, pour entrer dans le coup ». Et c'est là qu'il écrit J'accuse, j'accuse en janvier 1898. Aujourd'hui, évidemment, on se dit c'est merveilleux, j'aurais rêvé d'avoir écrit J'accuse. Il faut peut-être mesurer, Alain Pagès, le risque que prend Zola à l'époque. Il est le premier à provoquer une telle émotion. Oui, c'est un risque important. D'abord, c'est un risque calculé, parce que J'accuse, c'est une diffamation volontaire. Zola joue sur la loi sur la presse, il diffame, c'est-à-dire qu'il sait que les accusations qu'il porte, il ne peut pas
en apporter les preuves, et donc il attend un procès. J'accuse se termine par cette phrase étonnante, qu'on me traduise en cour d'assises et que la lumière ait lieu. Parce que il s'en prend à quelque chose qui est sacré en France. Nous sommes plusieurs années après la guerre de 70, mais cette armée, c'est l'armée de la revanche. Il ne faut pas la souiller, il ne faut pas la salir. Bien sûr. Il a d'ailleurs l'habileté dans beaucoup de ses articles de dire qu'il défend d'une manière générale l'honneur de l'armée, qu'il attaque ceux qui, à ses yeux, le dégradent cet honneur, puisqu'ils sont coupables de forfaiture d'un crime d'État. Mais vous avez raison, il y a une audace extraordinaire. La fin de J'accuse cite 5 généraux, 2 ministres, qui sont aussi d'ailleurs des militaires. Et voilà ces personnages qui sont accusés par Zola. Et Zola, donc, qui dit qu'on me traduise en justice, eh bien justement, c'est chose faite. Elle a été très expéditive, puisque 3 semaines après cet article, après cette lettre ouverte, après le J'accuse publié dans l'Aurore, eh bien Zola, à son tour, passait devant la cour d'assises. Dreyfus est innocent, et je n'ai pour moi que l'idée, un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. À la majorité des jurés, l'accusé est reconnu coupable. Émile Zola est condamné à 1 an de prison et à 3 000 francs d'amende. Alors la peine n'est pas très lourde, mais enfin, de toute façon, ça ne méritait pas plus. C'était 1 an de prison. Cela dit, ça va contraindre Zola, Alain Pagès, à partir en Angleterre, un exil qui va durer à peu près 1 année. Voilà, c'est quand même rude. 1 année de prison, c'est le maximum de la peine. Il y a donc une série de péripéties judiciaires qui vont suivre. Puis en juillet 1898, on est plusieurs mois après, la condamnation définitive tombe. Et c'est la décision que prennent alors le petit groupe des Dreyfusards qui entourent Zola. Il faut citer le nom de Clémenceau, bien sûr, ou le nom de son avocat, Laborie. Cette décision que Zola, pour faire que la justice n'aille pas jusqu'au bout, puisse faire défaut en quelque sorte. Et c'est la décision de l'exil. Il part en Angleterre 1 année. Quand il part, il pense que peut-être il ne reverra jamais la France. Donc c'est pour lui une décision terrible. Mais il a relancé l'affaire. En fait, elle était au point mort au moment de la publication de J'accuse. Et brusquement, l'affaire, eh bien, elle reprend. D'ailleurs, on peut dire que c'est l'affaire que sans Zola, sans cet article, sans ce procès, sans cette condamnation, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire Dreyfus à Alain Pagès. Bien sûr, 2 textes, quand on y réfléchit, relancent l'affaire. Le J'accuse, dont on vient de parler, et puis ce grand texte étonnant, le document, on l'a compris, le montrer, qui est celui des 15 audiences du procès de Zola, car ces audiences sont tout de suite publiées dans la presse, elles seront très vite éditées en librairie par l'éditeur Stock, et là, chacun pourra lire. C'est une sorte de grand drame théâtral, d'ailleurs étonnant, où on voit s'affronter les anti-Dreyfusards et les défenseurs de Dreyfus. Chacun pourra lire combien cette affaire est complexe et comprendre que Dreyfus est innocent. Alors complexe, elle le devient moins quand on se rend compte, par exemple, que Dreyfus, au moment de sa condamnation, a été condamné sur un faux rédigé par un commandant, le commandant Henri, qui se suicide. Alors évidemment, ça devient accablant pour tous ceux qui avaient attaqué Dreyfus. Ça oblige, bien entendu, également la justice à revoir, à réviser son procès, Alain Pagès. Voilà, c'est le moment où, par une sorte de coup de théâtre étonnant, l'affaire Dreyfus est restée célèbre sans doute à cause aussi de ces extraordinaires coups de théâtre, où le colonel Henry, les lieutenants-colonels à ce moment-là, se suicident dans sa prison du Mont-Valérien. On est à la fin du mois d'août, Zola est donc en exil, et le scandale est tel que la Cour de cassation peut entamer sa marche de révision. Mais ça va prendre 1 année. Pendant un moment même, les anti-Dreyfusards arrivent à reprendre finalement du poil de la bête et à arrêter ce processus de révision. Il faudra la mort de Félix Faure, il faudra beaucoup de péripéties pour que... Voilà, le président de la République, pour que en juin 1899, enfin, la Cour de cassation casse la condamnation de Dreyfus. Dreyfus qui est donc retiré de l'île du Diable, qui est rejugé à Rennes. Il n'est pas réhabilité, c'est dire à quel point on traîne des pieds pour le réhabiliter,
puisque la Cour le juge coupable, mais avec des circonstances atténuantes. Il sera gracié un peu plus tard. Entre-temps, Zola donc rentre en France. Il se met à écrire d'ailleurs des livres étranges, très, très différents de ceux qu'il écrivait avant. Ça n'a plus rien à voir avec les Rougon-Macquart, une espèce de livre prophétique. Puis un livre d'ailleurs qui n'achèvera jamais, qui est d'ailleurs sur cette affaire, qui est tiré de cette affaire, qui s'appelle Vérité. C'est le dernier Zola, un Zola étonnant qu'il faudrait lire aujourd'hui, qui malheureusement est mal édité. C'est le Zola du dernier cycle qu'il ait écrit, il l'appelait les Évangiles, où il pose les grands problèmes de la société. Il envisage d'ailleurs d'une manière extraordinaire, prophétique, vous l'avez dit, vous avez raison, le XXe siècle qui va venir. Il y a donc fécondité avec la question de la famille, travail, où il essaie de poser le problème de la justice sociale, et enfin Vérité, qui est le roman qui reprend autour de la question de l'école l'histoire de l'affaire Dreyfus. Et puis il se replie un peu sur sa famille, et il meurt le 29 septembre 1902, intoxiqué, dit-on, à l'oxyde de carbone. C'est d'ailleurs l'occasion d'un article venimeux, encore une fois, de Libre Parole de Drummond, qui parle d'un fait divers naturaliste. C'est le titre, fait divers naturaliste. Oui. Zola asphyxié. Alors justement, on se pose la question encore, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il est mort parce que sa cheminée était bouchée et qu'il a été asphyxié, ou est-ce qu'il a été assassiné, Alain Pagès ? On a aujourd'hui, non pas des certitudes absolues, mais il y a une forte vraisemblance que cette cheminée ait été bouchée d'une manière intentionnelle, donc acte de malveillance, on peut même parler d'assassinat. L'homme qui a fait cela, enfin c'est un fumiste, un ramoneur, pour dire les choses plus simplement. Il s'appelait Henri Buronfosse. Il a, longtemps après, 25 ans après, avoué son acte. Et en réalité, on peut essayer de comprendre qui il était. Quand on reconstitue son existence, on s'aperçoit que cet homme qui un jour a avoué n'était pas un fou, un mythomane, mais sans doute effectivement quelqu'un qui a commis véritablement ce qu'il a dit avoir fait. Il était membre de la Ligue des Patriotes. Il était donc dans cette organisation nationaliste habituée au coup de main. Et il était même membre de son service d'ordre. Alors après sa mort, très peu de temps après sa mort, je crois que c'est le 5 octobre, donc ce sont les obsèques de Zola au cimetière de Montmartre, en présence d'une foule considérable dans laquelle d'ailleurs on remarque une délégation de ces mineurs de Denain qui avaient inspiré Germinal, et puis Anatole France qui, devant la tombe de Zola, prononçait un discours dont les derniers mots sont restés célèbres. Zola a bien mérité de la patrie en ne désespérant pas de la justice en France. Ne le plaignons pas d'avoir enduré et souffert. Envions-le. Sa gloire atteint une hauteur inaccessible. Envions-le. Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et par un grand acte. Envions-le. Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Germinal! Germinal! Et c'était les obsèques de Zola avec les mineurs de Denain criant Germinal en mémoire de Zola. Et puis alors ce mot d'Anatole France parlant de Zola, disant il fut un moment de la conscience humaine. Vous dites que c'est un mot qui a traversé le siècle. C'est vrai que c'est peut-être l'hommage le plus connu qu'on ait pu rendre à Zola, et peut-être finalement en quelques mots ce qu'était Zola. C'est une magnifique péroraison que Anatole France trouve ce jour d'octobre 1902. Et en même temps, au fond, c'est une citation que l'on peut faire en effet parce qu'elle résume tout à fait le combat de Dreyfusard. Ce sur quoi insiste Anatole France, c'est sur la valeur collective de ce combat, le fait qu'il rejoint les grandes valeurs que Zola avait voulu défendre, qu'on est dans la tradition d'un Voltaire, d'un Hugo. C'est tout cela que contient cette phrase. Et un combat dont Zola n'a pas vu l'issue, puisque ce n'est que 4 ans après sa mort que finalement Dreyfus a été réhabilité, réintégré dans l'armée en 1906. Dernière étape, en effet, du travail accompli par la Cour de cassation, qui reprend le dossier de l'affaire Dreyfus en 1903. Là, Jaurès joue un rôle tout à fait important dans cette reprise. Et enfin, le 12 juillet 1906, la Cour de cassation
alors annule la condamnation de Rennes, c'est-à-dire celle de 1899, déclare d'une manière solennelle, ferme, que Dreyfus était innocent, mais elle casse sans procès futur, c'est-à-dire que c'est une cassation sans renvoi. Voilà la réhabilitation de Dreyfus qui va se poursuivre d'une manière symbolique par le fait que Dreyfus est décoré quelques jours plus tard dans une des cours de l'école militaire de la Légion d'honneur. Une décoration, une répétition en juillet 1906 dont Dreyfus parlait lui-même en 1912. Tendez bien l'oreille car c'est une des plus vieilles archives de la radio, mais c'est la voix d'Alfred Dreyfus. 20 juillet 1906 est une belle journée de réparation pour la France et la République. Mon affaire était terminée. Tous ceux qui avaient combattu pour la justice et qui étaient encore parmi les vivants avaient pu recevoir de même la récompense des souffrances endurées pour la vérité. Il était certain qu'ils la trouveraient dans la satisfaction intime de leur conscience et dans l'estime que leur sacrifice leur avait mérité de la part de leurs contemporains. Car ils ne luttèrent pas seulement pour une cause particulière, mais ils contribuèrent pour une large part à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était témoin. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense pour les idées de liberté, de justice et de solidarité sociale. Et c'était Dreyfus lui-même en 1912 évoquant sa réhabilitation en 1906. Et puis tous ceux, disait-il, on l'a entendu, qui avaient combattu pour la justice, c'est-à-dire pour sa défense. Évidemment, il pensait à Zola, parce que de tous les défenseurs de Dreyfus, le plus important finalement, plus peut-être encore que son avocat, que tous ceux qui se sont battus pour lui, vous évoquiez tout à l'heure Clémenceau, c'est évidemment Émile Zola. Bien sûr. Dreyfus, d'ailleurs, c'est un texte, on voit, il le lit, c'est un homme qui a une voix sans doute un peu métallique quand on l'entend à distance, mais en même temps, c'est un beau texte. On sent bien qu'il est parfaitement conscient de ce combat collectif, que lui-même l'a assumé, ce qui, au fond, était extrêmement difficile. C'est un homme qui a eu le grand courage de survivre, d'abord, de survivre à cette terrible détention de l'île du Diable et qui ensuite est le héros de cette affaire dont il a été le centre. Et réintégré dans l'armée. Et le jour même, que demande-t-on justement? C'est, je crois que c'est le groupe socialiste à l'Assemblée qui demande que Zola soit transféré au Panthéon. Nous sommes en 1906. Et là, il y a eu déjà une polémique. Le vote n'a pas été acquis très facilement, surtout au Sénat. Une polémique. On voit une fois de plus la libre parole de Drummond, qui parle de ce métèque vénitien, puisque le père de Zola était italien, qui parle de l'insulteur de la France, et il a fallu 2 ans quand même pour que la cérémonie de la panthéonisation de Zola se produise le 4 juin 1908, et là encore, c'est la polémique. Il y a des cris, et il y a un homme, Louis Grégory, un publiciste, qui était anti-Dreyfusard sans doute, qui tire sur Dreyfus. Étonnant, oui. C'est comme un roman qui voudrait se terminer par un nouveau drame pour que tous les acteurs qui sont rassemblés soient là, présents dans une scène finale. C'est un journaliste, il s'introduit dans le Panthéon et il tire 2 coups de feu sur Dreyfus. Il voulait le viser. Heureusement, Dreyfus a pu se protéger, il n'a été que blessé. Mais enfin, Grégory a commis un attentat extraordinaire. Alors, il s'est défendu en disant qu'il avait voulu tirer non sur Dreyfus, mais sur le dreyfusisme. D'une certaine façon, il dit assez bien la vérité, c'est-à-dire qu'il veut s'opposer à ce que signifiait le combat dreyfusard et ces 10 années précédentes. Ce qui est extraordinaire quand même, cet homme est l'auteur d'un attentat, même si Dreyfus, qui était donc présent à cette cérémonie, on peut le comprendre, n'est que blessé, il y a un procès. Et qu'est-ce qui se passe? Ce Grégory en question, tout simplement, il est acquitté. Il est acquitté par une cour d'assises qui, 10 ans auparavant, avait cette cour d'assises même, finalement, qui avait condamné Zola au moment de J'accuse, déjuré de cour d'assises en septembre 1908, donc juste quelques mois après l'attentat, acquitte Grégory, ne retiennent contre lui ni la préméditation, ni la tentative d'assassinat. C'est assez extraordinaire. Il est acquitté pour geste patriotique. Alors, cette panthéonisation de Zola, c'est au fond le dernier rebondissement de cette affaire. Il y a un auteur qui vient d'écrire aussi un livre sur le Panthéon qui dit c'est la 4e affaire Dreyfus. Cela dit, quand même, vous rappelez, vous terminez votre livre en évoquant le J'accuse qui est à l'origine de tout et qui est une référence presque banale aujourd'hui. Alors que beaucoup disent qu'au fond, c'est peut-être le premier acte, le premier geste d'un intellectuel. Le mot apparaît d'ailleurs à l'occasion du procès de Zola.
Voilà, le mot est contemporain comme substantif de janvier-février 1898. Il désigne une idée forte, l'idée que des gens qui sont des hommes de lettres, enfin qui sont des artistes, ont le droit un jour, quand c'est important, de se mêler d'un débat public, de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Être intellectuel, pour Zola, en janvier 98, c'est cela, tout d'un coup, descendre dans l'arène, prendre les coups quand c'est nécessaire, parce que des valeurs fondamentales sont atteintes. Oui, mais c'est un petit peu galvaudé, et le mot est la chose. Maintenant, il est de bon ton de se mêler de tout. D'autre part, on peut quand même rappeler qu'avant Zola, il y a des gens qu'on aurait très bien pu qualifier d'intellectuels. Vous les avez cités tout à l'heure, d'ailleurs, Alain Pagès. Bien sûr, c'est une tradition. Voltaire défendant Calas, par exemple, un siècle avant. Zola s'inscrit dans une tradition. Il songe à Hugo qui meurt en 1885 quand lui-même écrivait Germinal. Il pense au grand exemple de Voltaire. Bien évidemment, il est l'héritier des Lumières, mais il le fait dans une période un peu particulière où tout d'un coup un combat collectif est possible. Ce qui est intéressant dans l'histoire de J'accuse, c'est de voir ces pétitions qui vont paraître dans les journaux, soutenir le geste de Zola, de voir ce combat collectif où finalement des relais vont être pris. Après Zola, c'est Laborie, l'avocat, c'est Jaurès qui sont les grands porte-parole du combat Dreyfusard. Un combat d'ailleurs qui n'est jamais vraiment fini. Au moment de son procès, Maurras, qui faisait partie des pourfendeurs de Zola, disait, au moment de son procès, Maurras, lui après la guerre, il avait collaboré, disait, eh bien c'est la revanche de Dreyfus. En effet. C'était une émission diffusée le 4 juin 2008 à l'occasion du centenaire de l'entrée d'Émile Zola au Panthéon. Je rappelle que Alain Pagès est l'auteur de Émile Zola, de J'accuse au Panthéon, publié aux éditions Lucien Souni. À lire aussi Zola au Panthéon de Michel Drouin, publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants: Émile Zola ou La conscience humaine de Stelio Lorenzi et L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset, édité par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin de la Gâtinais et Pierre-Yves de Rollin. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine, nous retrouverons Patrice Gélinet en direct pour de nouvelles émissions consacrées lundi à Albert Camus, mardi à la ligne Maginot, mercredi aux Chrétiens d'Orient, jeudi à la fin du monde et vendredi à la Belle Otero. Dans quelques instants, nous retrouverons Denis Chessou. Aujourd'hui, dans La Tête au carré, célébration du premier jour de l'année de la biodiversité. Aux côtés de Denis Chessou, François Lasserre, entomologiste et responsable pédagogique enfant chez Nature et Découverte, Jean-Pierre Raffin, responsable du DES, Espaces et Milieux de l'Université Paris 7, sera également présent. François Le Tourneux, auteur de Oui ou non, voulons-nous protéger la nature, paru aux éditions Milan.